On va commencer avec l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C, c'est une crise de santé mondiale. 58 millions de personnes dans le monde sont affectées avec 1 million de nouvelles infections chaque jour. Et on a évidemment visé l'élimination globale de cette maladie, mais le fardeau de la maladie est toujours très présent dans les pays à revenus faibles et moyens. C'est une infection chronique silencieuse et donc les pays ont toujours du mal à mettre en place des programmes nationaux pour détecter les cas et pour aussi faire des estimations réalistes du nombre réel de cas dans les communautés. L'hépatite C est tout à fait traitable, mais l'accès n'est accessible qu'à très peu de personnes dans la population. Donc MSF travaille dans plusieurs projets d'hépatite C dans différents contextes. Un de ces projets, c'est celui du Bangladesh, dans le camp Rohingya, qui est le plus grand camp de réfugiés du monde. Et la présentation suivante va vous donner une idée justement de la façon dont MSF traite ces gros volumes de patients dans ce camp et comment nous avons commencé un projet de traitement de l'hépatite C et en même temps en écoutant les demandes de la communauté qui voulait avoir des connaissances sur le nombre de cas actifs et pour pouvoir prendre des décisions opérationnelles et des efforts de plaidoyer. Pour présenter cette étude, j'appelle Birgit Schramm, qui a rejoint Épicentre en tant qu'épidémiologiste en 2008. Elle a une formation de biologie moléculaire et de contrôle des maladies infectieuses. Ces dernières années, elle s'est concentrée à la recherche opérationnelle dans divers contextes MSF, surtout des études sur le VIH, la tuberculose pharmacorésistante, le paludisme, l'hépatite C et l'évaluation de tests diagnostiques. Et je lui souhaite la bienvenue. Merci, Farah. Bonjour à tous. Comme ça a été indiqué, nous vous présentons les résultats de cette étude de prévalence de l'hépatite C qui a été menée dans le camp de réfugiés de Rohingya de Cox's Bazar au Bangladesh. Évidemment, je ne sais pas comment faire avancer les diapos. Ah voilà, tout bon. Alors, un petit survol de l'hépatite C, de l'infection par l'hépatite C. C'est une inflammation du foie provoquée par le virus de l'hépatite C, le HCV, qui est transporté par le sang. Les vecteurs de transmission, c'est le sang, surtout par le biais d'injections non sécurisées ou de pratiques de santé qui ne sont pas sûres. Et à peu près 30% des infections disparaissent spontanément au bout de quelques mois, mais la majorité d'entre elles vont devenir chroniques. Et ces infections sont très souvent sous-estimées. S'il n'y a pas de traitement, on pense que 15 à 30% des infections chroniques vont entraîner une maladie du foie grave. En 2022, l'OMS a estimé qu'il y avait 242 000 décès liés au HCV à cause en particulier de cirrhose ou de cancer du foie. Donc un diagnostic précoce et un bon traitement sont cruciaux et nous avons des traitements efficaces qui sont disponibles. Par exemple, les DAA, les antiviraux à action directe, avec des taux de guérison relativement élevés, mais un accès limité au diagnostic et au traitement qui empêche justement l'accès à ces possibilités. Comme on l'a dit, nous avons travaillé dans le plus grand camp de réfugiés du monde, à Cox's Bazar, au Bangladesh. Et aujourd'hui, on a à peu près 1 million de Rohingyas qui s'y trouvent, qui viennent du Myanmar et qui se retrouvent dans ce camp de Cox's Bazar, très peuplé, qui a été établi en 2017 à la suite de l'assaut des autorités du Myanmar dans l'état de Rakhine. Ça a entraîné un exode massif de plus de 700 000 Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh. Il y a 3 sections MSF qui sont présentes dans le camp, OCP entre autres, qui fournit les services suivants. Un hôpital pour les adultes, c'est la seule structure de santé secondaire qui est disponible sur le camp. Il y a ensuite 2 PHC, un pour la santé mentale, OPD et une unité de soins pour l'hépatite C aussi plus
récemment ouverte. Alors, depuis le début, nous avons vu beaucoup de patients et un certain nombre de patients ont des inflammations du foie et des décompensations également et sont positifs aux anticorps HCV. Les traitements DAA sont disponibles et sont efficaces et comme l'hépatite est sur l'agenda mondial, MSF a décidé de simplifier les modèles de santé publique pour le traitement de l'hépatite C dans ce camp, en adoptant un modèle qui avait déjà été déployé au Cambodge quelques années auparavant. Cette gestion, cette prise en charge simplifiée se base sur des tests de laboratoire limités, minimum, et un certain nombre d'examens cliniques. Et on a un taux de guérison très élevé à 94%. Et on a réussi à démarrer 150 traitements par mois. Depuis le début, il était très clair que la demande de prise en charge de l'hépatite C était très élevée dans ce camp. Parfois, les gens faisaient la queue pour avoir accès à ces services. Donc, il y avait vraiment un besoin urgent de mieux comprendre vraiment le fardeau de l'infection par l'hépatite C et d'avoir une estimation fiable du nombre de personnes qui allaient avoir besoin d'un diagnostic et d'un traitement. Pour répondre à ce besoin, nous avons effectué une étude cross-sectionnelle, intersectionnelle, avec la population de 7 camps sur les 21, un échantillonnage géospatial randomisé, et nous avons ciblé 680 foyers avec un adulte par foyer. Pour évaluer la séropositivité, la présence d'anticorps, donc nous avions des tests anticorps rapides sur place. Et puis, comme les anticorps sont là pour la vie, on a vu comment les personnes étaient infectées de façon active. Donc, nous avions des tests de charge virale, le test expert HCV. Et puis, nous avons aussi proposé un questionnaire aux participants pour voir les caractéristiques et les facteurs de risque associés à l'exposition au virus de l'hépatite C. L'objectif principal, c'était d'estimer la prévalence de l'infection active dans la population réfugiée. Et nous avons regardé la proportion des personnes infectées qui n'avaient pas été diagnostiquées pour identifier les facteurs associés avec l'exposition au virus. Entre mai et juin de l'année dernière, nous avons 641 participants avec un âge moyen de 34 ans, 66% de femmes, dont la plupart étaient arrivées pendant l'afflux massif de réfugiés dans le camp en 2017. Et ici, vous voyez les premiers résultats et la prévalence estimée et le portage d'anticorps. Et 32,8% des femmes étaient porteuses de ce virus et 22% chez les hommes. Donc, on avait des estimations qui étaient beaucoup plus hautes chez les femmes. Et pour tous les groupes d'âge étaient affectés et la tendance était à l'augmentation pour les groupes d'âge les plus élevés et en particulier chez les femmes. Ensuite, vous avez ici la mesure la plus intéressante, la prévalence estimée de l'infection HCV active, 19,6% au total, avec 21% chez les femmes et 15,8% chez les hommes. Ici, la différence n'est pas significative. Pour ce qui est des catégories d'âge, c'est les plus jeunes qui étaient les moins affectés et la prévalence la plus élevée se retrouvait chez les groupes de population féminines les plus âgées. Un autre indicateur intéressant, c'est le ratio virémique, qui est le pourcentage d'infections actives chez les personnes séropositives, qui est très élevé ici dans ce contexte à 66,6%. Ça reflète ce qu'on a dit sur les infections, 30% guérissent spontanément. Donc on a un gap ici dans la couverture du traitement de l'hépatite dans ce camp. Et on a aussi une correspondance avec le rapport sur les participants séropositifs puisque 38% faisaient état d'un diagnostic précédent et 10% faisaient état d'un traitement précédent pour ce virus. Donc, on a vraiment un manque de connaissances sur l'infection HCV dans ce camp. 48% des personnes interrogées n'avaient jamais entendu parler du HCV. 65% ne savaient pas comment on pouvait empêcher l'infection et 58% ne savaient pas qu'il y avait un traitement qui existait, qui était disponible.
parmi les personnes qui avaient entendu parler de l'hépatite C, et il y en avait une proportion assez importante qui était en mesure d'identifier le vecteur de transmission, en vert ici, le sang, et le partage de rasoirs ou d'aiguilles, de seringues. Il y a une proportion aussi très importante qui avait dit qui avait indiqué des modes de transmission qui n'étaient pas exacts, par exemple contact sexuel, gouttelettes respiratoires ou la nourriture. Donc un manque de connaissances criant dans ce camp quant à l'hépatite. Les facteurs associés à la séropositivité au HCV. Alors, une analyse régression multivariée ici. On a le sexe, plutôt femme, les groupes d'âge au-dessus de 25 ans, injection médicale et intervention chirurgicale aussi associées avec l'exposition. Et on voit que de nombreuses personnes ont indiqué avoir reçu des injections médicales, 70%, alors que très peu de la population nous ont indiqué avoir subi des interventions chirurgicales. En résumé, presque un tiers des adultes avaient été exposés aux infections HCV. On a une épidémie généralisée ici dans le camp, avec à peu près un adulte sur 5 qui présentait une infection active au HCV. Et si on extrapole ça à la population générale des 21 camps, eh bien, on peut penser que 86 000 adultes vivent avec l'infection active au HCV dans ce camp ou dans ces camps. On a aussi une indication qu'il y a une couverture du traitement très basse, très faible, et très peu de connaissances concernant l'infection par le HCV dans la population. Et je vais maintenant passer la parole. J'espère que vous écoutez. Parce que avec ce résumé, on voulait faire une petite pause pour revenir vers vous, le public, et vous poser une question. Parce que quand vous voyez ce résumé, ce scénario, que recommanderiez-vous à MSF de faire? Petite pause pour réfléchir. On va prendre au moins une recommandation. Qu'est-ce que vous envisageriez? Personne? Mais vous avez peur de répondre? I planted this person. C'est une personne qui est avec nous. Une campagne de test and treat, test et traitement énorme de la part de MSF et des autres acteurs présents sur le camp aussi rapidement que possible. Merci. Merci Claire. Oui. J'ai eu ma réponse. Et évidemment, il faut écouter notre directrice médicale. Donc, nos recommandations, ce à quoi nous appelons, évidemment, une campagne massive de tests et de traitements pour tout le camp, pour laquelle il nous faut une accélération rapide de l'accès au diagnostic et au traitement, mais il ne faut pas aussi casser la chaîne de transmission. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place une initiative à grande échelle de prévention et de promotion sanitaire. Et ça, évidemment, ça entraîne un certain nombre de défis, de challenges, parce qu'il s'agit là d'une population très fortement stigmatisée. Même pour publier les résultats de l'étude, il a fallu effectuer des analyses de risque. Nous ne voulions pas que les données soient instrumentalisées politiquement auprès d'une population déjà fortement marginalisée et stigmatisée. Donc, il y avait un intérêt décroissant des donateurs pour cette communauté Rohingya. Donc, de nombreux problèmes restent en place qui sont en compétition avec ce genre de programme. Il ne faut pas oublier aussi le coût d'une telle campagne. On pense que 8,6 millions d'euros seraient nécessaires pour simplement effectuer les tests et les traitements si on voulait mettre en place une campagne. Donc, évidemment, on ne parle même pas des RH, bien sûr. Ça sera un coût énorme parce qu'il va falloir que ça se fasse très rapidement. Et le coût, évidemment, n'est pas négligeable. Mais si on ne traite pas cette situation, si on ne fait rien, comme on l'a dit précédemment, il y a énormément de cas qui vont s'aggraver et donc ça va mettre encore plus de pression sur le système déjà débordé de santé du camp.
Alors, comment est-ce qu'on va avancer? Eh bien, MSF ne devrait pas rester seul là-dessus. C'est pour ça que nous appelons à une initiative multipartenaire dans le camp. Il y a des discussions qui sont en cours actuellement. Les résultats de cette étude ont inspiré un certain nombre d'autres acteurs, donc on va voir maintenant ce qui se passe à partir de là. Et il y a eu l'adoption du modèle de santé publique simplifié de MSF. Ça, c'est absolument nécessaire, évidemment, parce que c'est une grosse campagne et il va falloir que ça soit fait très rapidement. Et puis, à plus long terme, nous voudrions que l'hépatite C soit intégrée dans tous les centres de santé avec le traitement pour que la prévention de nouveaux cas en cassant la chaîne de transmission puisse se faire. On veut aussi des efforts de plaidoyer plus concentrés, plus centrés, parler d'initiatives de campagnes d'accès, appeler à une baisse du prix des cartouches de test. Et puis, on voudrait aussi que l'importation des DAA génériques soit rendue possible pour tous les acteurs présents pour cette campagne et à l'avenir. Et c'est tout ce que nous avions à vous dire ce matin et nous vous remercions de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais juste commencer par quelques mots pour mettre cette étude sur les doses fractionnées du vaccin contre le pneumocoque dans le contexte des questions d'accès plus large, et notamment mentionner le fait que ce dossier en fait, a été, entre 2015 et 2020, un des gros dossiers d'accès au vaccin de la campagne d'accès aux médicaments essentiels. Et en fait, le point culminant de ce travail a été une campagne publique qui a été dirigée envers les deux labos Pfizer et GSK qui jouissaient à l'époque d'un duopole et qui vendaient leurs vaccins à prix fort. Et l'objectif de cette campagne a été en fait de demander à ces labos de baisser leurs prix, aussi bien pour MSF que pour Gavi, qui est donc l'institution qui finance l'achat des vaccins pour les pays les plus pauvres, mais aussi pour les pays à revenus intermédiaires qui, eux, ne bénéficient pas de l'aide de Gavi. Et cette campagne s'est soldée donc, par l'obtention d'un prix spécial pour les organisations humanitaires comme MSF. Malheureusement, notre demande pour les pays à revenus intermédiaires n'a pas été satisfaite. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau vaccin qui est arrivé sur le marché, donc le troisième vaccin préqualifié, qui est le vaccin du Serum Institute of India, qui fait donc l'objet de cette étude. C'est un vaccin qui a été conçu initialement pour répondre aux besoins des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et c'est un vaccin qui a divisé, qui est plus de 5 fois moins cher en fait que le vaccin Pfizer. Mais même à 2 $ la dose, ça reste un des vaccins les plus chers. Quand on regarde le portfolio d'un programme de vaccination, on le compare à des vaccins comme le pentavalent ou le vaccin contre la rougeole, c'est toujours un des vaccins les plus chers. Après, il y a des vaccins encore plus chers qui vont arriver sur le marché, ou qui sont déjà sur le marché, comme le vaccin contre le palu. Donc, dans ce contexte, il faut comprendre que ce vaccin reste donc un vaccin cher et avec un impact budgétaire assez important pour les pays. Et donc l'étude qu'on va nous présenter, que ISAKA va nous présenter, s'inscrit dans la continuité de ces problématiques d'accès au PCV, et on l'espère, elle va constituer un élément qui pourrait permettre aux parties prenantes telles que l'OMS, les ministères de la Santé, ou encore des organisations comme MSF qui sont directement impliquées dans la vaccination, d'entamer des discussions sur des contextes particulièrement difficiles d'accès, où on n'a pas assez de quantité de PCV dans un moment donné, dans un endroit donné, et où on envisagerait l'utilisation de ces doses fractionnées pour pouvoir vacciner le plus grand nombre possible d'enfants avec des doses pas suffisantes. Voilà, et pour vous présenter cette étude, on a aujourd'hui avec nous Isaka Soumana, qui est médecin. Il a une formation également en santé publique et santé globale de l'Université de Louvain. Actuellement, il est responsable adjoint du centre de recherche d'Épicentre à Maradi.
ISACA a participé à plusieurs essais vaccinaux d'envergure. Donc, il y a notamment l'essai qui a été conduit par Epicentre au Niger, une phase 3 avec le vaccin rotavirus, toujours du Serum Institute of India, donc la même entreprise qui produit le pneumocile. Un essai en RDC avec le vaccin Ebola, et donc l'essai qu'il va nous présenter aujourd'hui. ISACA a aussi participé à des essais pour des médicaments contre le palu et la maladie à virus Ebola. ISACA, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l'étude FPCV, qui est un essai randomisé en grappe et à 3 bras, qui vise à déterminer l'effet des campagnes de vaccination de masse utilisant une dose fractionnée d'un vaccin antipneumococcique pour accélérer la protection de groupes contre le pneumocoque en Afrique subsaharienne. Alors, pour commencer, nous savons que les campagnes de vaccination ciblant les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans réduisent le portage de sérotypes vaccinaux et les maladies invasives pneumococciques. Dans des contextes de crise humanitaire ou encore des contextes de forte prévalence de la malnutrition ou de faible couverture vaccinale du programme élargi de vaccination, donc du programme de routine, on peut s'attendre à des taux de portage de sérotypes vaccinaux qui peuvent être très élevés et étendus à des groupes d'âge plus larges. Par conséquent, même des stratégies utilisant le vaccin le moins cher peuvent être coûteuses, non supportables dans le temps et surtout limitées pour des besoins urgents en quantité de vaccins. Alors, les doses fractionnées peuvent à ce moment être une alternative. Donc, pour les besoins de cette étude, nous avons utilisé le pneumocile, comme le disait Alain, qui est du Serum Institute of India et qui est actuellement qui est un PCV 10, qui est actuellement le PCV le moins cher des PCV préqualifiés par l'OMS. Pour le contexte du Niger, un pays d'Afrique subsaharienne qui a introduit un PCV 13, donc c'est le PCV de Pfizer, dans le programme élargi de vaccination en 2014, suivant un calendrier de 3 doses à 6 semaines d'âge, puis toutes les 4 semaines. Il faut noter qu'il n'y a pas de campagne de rattrapage. Et lorsqu'on a, pour notre zone d'étude à Maradi, lorsqu'on a regardé un peu la couverture vaccinale estimée en 2019, elle était de 48%. Là, juste pour le prix aussi de ce vaccin, c'est $3 la dose supportée actuellement pour nos pays par Gavi. Alors, ainsi pour cette étude, nous avons visé l'objectif de déterminer si une campagne de vaccination de masse ciblait les enfants âgés de 1 à 9 ans avec une dose complète du PCV 10 est supérieure à l'absence de vaccin. Et ensuite évaluer si une dose fractionnée à 1/5 de la dose complète, donc toujours du PCV 10, a un impact non inférieur à la dose complète. Nous avons utilisé 1/5 de la dose sur la base des données d'immunogénicité antérieure et aussi pour des questions pratiques d'utilisation. Pour ce faire, nous avons randomisé 63 grappes dans un rapport 3-3-1 avec 27 clusters dans le bras dose complète, 27 dans le bras dose fractionnée, 9 dans le bras contrôle. Les grappes sont constituées d'un village ou d'un groupe de villages très proches les uns des autres, partageant un marché ou une école, et limitées à une population de 500 à 4000 personnes.
nous avons d'abord effectué l'enquête de base, où nous avons eu à faire des prélèvements nasopharyngés. Puis nous avons, 6 mois après, effectué la campagne de vaccination qui s'est étendue sur 2 mois dans l'intervalle juin, juillet, août. Enfin, 6 mois après cette campagne, nous avons réalisé l'enquête de suivi. Alors, il faut noter que concernant les 2 enquêtes, dans chaque grappe, nous avons sélectionné au hasard 36 ménages à l'aide d'une liste de recensement. En fait, il faut noter aussi que les 2 enquêtes ont été échantillonnées de manière indépendante. Dans chaque ménage, les enquêteurs ont d'abord rempli un questionnaire, puis recueilli un écouvillon de prélèvement nasopharyngé qui a été directement placé dans un milieu de culture, puis dans un cool box entre 2 et 8 degrés Celsius. Ces échantillons ont été transportés à Maradi, où ils ont été conservés à moins 80 degrés Celsius avant d'être transférés à Kilifi au Kenya pour les analyses labo. Alors, pour le calcul de la taille d'échantillon, nous avons considéré une prévalence de base de sérotypes vaccinaux à 30%, avec une réduction de 50% en post-campagne dans le bras full dose. Donc, ça, c'est dans le côté supériorité. Après, nous avons considéré 7,5% de marge de non-infériorité entre le bras dose complète et le bras dose fractionnée. Je vais maintenant vous présenter les résultats, une brève description des participants à l'étude. Tout d'abord, on observe une répartition égale des groupes d'âge dans les différents bras de l'étude. En termes de couverture vaccinale du PCV13, on est vraiment dans la première enquête, donc du PCV13, du programme élargi de vaccination. Nous avons observé qu'environ 40% des enfants de chaque groupe avaient reçu 3 doses avec preuve du carnet, donc inscrites dans le carnet de santé. Aussi, environ 40% avaient reçu 3 doses selon les parents, mais sans preuve du carnet de santé. Il conviendrait de noter à ce niveau que 70%, que la couverture en fait, vaccinale des plus jeunes, entre 1 et 2 ans, est passée à 70%, ce qui est plus élevé que prévu. Au départ, on avait prévu 50% de couverture vaccinale qui entraînerait 30%, avec 30% de prévalence de portage de sérotypes vaccinaux dans les hypothèses pour le calcul de la taille d'échantillon. Alors ensuite, dans la deuxième enquête, on constate également que la répartition des groupes d'âge dans les différents bras de l'étude est presque similaire et que la couverture vaccinale, cette fois-ci, est passée à 50% avec preuve du carnet, donc plus élevée que dans l'enquête de base. Maintenant, par rapport à notre campagne avec le PCV10, donc la couverture vaccinale avec preuve de la carte était de 70 et 75% respectivement dans les bras full dose et bras dose fractionnée, 21 et 16% respectivement bras dose complète et bras dose fractionnée, déclarant avoir reçu, mais sans preuve de la carte de vaccination. Alors, nous en venons aux résultats principaux. Comme vous pouvez le voir au départ, donc nous avons eu des prévalences de portage de pneumocoque, donc les sérotypes vaccinaux, 16%, 18% et 19% dans les bras respectivement, dose complète, dose fractionnée et bras contrôle. Après la campagne, dans le bras contrôle, nous avons observé une moindre différence entre le bras dose, entre les deux campagnes.
Donc, on voit bien que c'est resté à 18,8% et 16,5%. Pour ce qui est des autres bras, la dose fractionnée, nous avons observé une réduction de 18% à 8%. Et de façon similaire, dans le bras à dose complète, une réduction de 16% à 5%. Alors, nous avons mené les différentes comparaisons. Donc, dans la comparaison entre full dose et sans campagne de vaccination de masse, donc le bras contrôle, nous avons observé une plus faible prévalence de portage nasopharyngé de pneumocoque dans le bras dose complète par rapport au bras contrôle, avec une différence de risque absolu de 12%, démontrant la supériorité des campagnes avec dose complète par rapport à l'absence de campagne de vaccination. De plus, dans la comparaison entre dose complète et dose fractionnée, la borne inférieure de l'intervalle de confiance de la différence de risque, ici moins 5,8%, est supérieure à la marge de non-infériorité qui a été prévue de moins 7,5%, ce qui permet de démontrer la non-infériorité des campagnes à dose fractionnée par rapport à la dose complète. Okay. Enfin, ces campagnes ont bien fonctionné. Nous avons démontré la non-infériorité des campagnes de vaccination avec dose fractionnée par rapport à la dose complète. Ces stratégies peuvent être utiles pour accélérer l'obtention d'une immunité collective dans des contextes de risque élevé de maladies invasives pneumococciques ou encore de faible couverture vaccinale, mais surtout dans des situations humanitaires difficiles avec besoin sur place de vaccins en quantité, dont l'accès est parfois limité par des temps d'importation longs et une logistique souvent importante. Je voudrais terminer ma présentation en remerciant tous les participants à l'étude, les personnes et les institutions sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible. Merci pour votre attention. Take some questions, if there's any. Eh bien, nous allons prendre quelques questions, s'il y en a. Bonjour. Oui, moi c'est Guigui, le directeur des opérations adjoint. J'ai une question pour Isaka. Je ne sais pas si dans l'étude que tu as présentée, s'il y a d'autres dans la littérature, il y a de données sur la durée de l'immunogénicité par rapport à doses fractionnées, ou c'est en cours, ou peut-être c'est prévu de faire des études par rapport à ça, sur la durée de protection. Ok, merci pour cette question. Alors, sur les données d'immunogénicité, sur la durée spécifiquement, nous n'avons pas actuellement des données définitives, mais nous savons qu'il y a des études en cours au Kenya avec les équipes de Cambridge, qui ont déjà une avance sur l'étude des doses fractionnées, donc ils ont utilisé d'abord 20%, ils sont en train de regarder aussi sur les 40%. Donc, je ne sais pas si en Ouganda aussi des études comme ça sont en cours, mais on voit bien dans la littérature qu'il y a à ce niveau aussi, mais pas sur le PCV. Là, c'est sur un autre vaccin. Bonjour,
Julien Poté, je travaille à la campagne d'accès aux médicaments essentiels. C'est une question concernant Cox's Bazar. Un commentaire déjà aussi avant, peut-être, vous dites que c'est important de faire en effet une campagne de test and treat. Est-ce qu'il y a des discussions intersectionnelles? Parce que je sais que dans ce contexte, il y a beaucoup de centres opérationnels qui interviennent. Je prendrai l'exemple de Scabies, de la Galles, où il y a une énorme épidémie également, et où il y a une tentative de travailler collectivement à la réponse, de manière à la rendre plus efficace. Donc est-ce que cette discussion sur hépatite C a été discutée en intersectionnel? Et deuxième question plus technique, comment vous expliquez le différentiel entre femmes et hommes? Est-ce que je ne connais pas bien l'hépatite C, mais est-ce que c'est spécifique à ce contexte? Est-ce qu'il y a des facteurs d'explication? Thank you. Merci. Oui, pour les discussions entre sections, oui. OCB est présent et travaille sur le traitement de l'hépatite C aussi. On avait avant une différence au niveau des protocoles, mais maintenant on a harmonisé nos protocoles, on a les mêmes. Les discussions en cours entre les conseillers sanitaires. On discute aussi avec Claire, qui elle-même parle avec d'autres directeurs médicaux. Donc, bien sûr, on est tous intéressés et tous les conseillers médicaux sont alignés, surtout pour la campagne de prévention. On a beaucoup de bénévoles dans les camps, donc c'est important qu'on soit tous alignés sur ce qu'il faut faire et qu'on réalise, qu'on conduise cette campagne tous ensemble, si on décide de la faire. Merci. La question, les estimations de prévalence plus élevées pour les femmes par rapport aux hommes. C'est vrai que le taux d'infection n'était pas significativement différent, mais on peut expliquer cela en fonction du facteur de risque à l'exposition, des différentes pratiques dans les foyers. Une des causes principales de l'hépatite C, ce sont les injections de drogue. Et puis, pour le contexte, je me rappelle une étude réalisée par MSF au Pakistan dans un camp de réfugiés publiée récemment et je me rappelle que les femmes également étaient plus exposées, si je me rappelle correctement les résultats. Désolée. Alors, concernant cette question, avez-vous une idée de la co-infection hépatite B, hépatite C chez cette population? Je commence à répondre et je te passe le micro. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'ajouter l'hépatite B à l'étude. C'est vrai qu'on a des signes d'apparition d'hépatite B. D'après les données du programme, la prévalence de l'hépatite B était assez faible. Mais curieusement, il y avait une différence entre les données d'OCB et nos données. Donc, il peut y avoir des différences entre les camps parce qu'il y a des populations différentes dans ces camps. C'est quelque chose qu'on doit étudier plus avant, et notamment chez les femmes enceintes qui viennent pour empêcher la prévention à l'enfant. Donc, on va creuser ça sur la prévalence. Et puis, il faudrait lancer une vaccination de l'hépatite B, mais le gouvernement nous l'interdit de faire ça dans le camp. Mais dans nos centres de santé MSF, on peut le faire. En tout cas, il faut du plaidoyer pour que la vaccination contre l'hépatite B soit incluse dans le programme. Il y a des études dans la littérature au Bangladesh, plusieurs études sur la prévalence qui ne sont pas complètement représentatives, mais l'hépatite C en 2019 était déjà très présente, mais l'hépatite B était peu présente. Il y avait un faible taux de prévalence pour l'hépatite B. Bonjour, merci pour ces importantes contributions. Et donc, je vais juste faire un commentaire. Je suis la directrice générale du CERMES au Niger. Donc, au Niger, le CERMES loge est identifié comme étant un laboratoire national de référence pour la grippe. Donc, d'où tout l'intérêt pour l'étude qui vient d'être présentée par Ibrahim.
Donc l'idée vraiment, c'est de voir avec tous ceux qui sont présents ou tous ceux qui peuvent contribuer et de voir comment est-ce que le CERMES pourrait être mis à profit pour rehausser le niveau du plateau technique afin de contribuer aux analyses. Et j'ai vu vraiment, c'est très bien, il y a déjà un partenaire qui est bien là, le Kenya. Donc de voir comment est-ce qu'on peut faire la connexion et assurer le transfert de technologies aussi bien pour ce vaccin particulier et aussi les vaccins en général avec tout ce que nous connaissons et comme problème qui se pose au Niger sur l'efficacité donc vaccinale. Voilà ce que je voulais dire. Merci et bon courage à tous. Merci. Moi, c'est Romeric Nzombo de l'Institut Pasteur de Bangui. Ma question va à l'endroit de Isaka. Est-ce que vous avez pensé évaluer les manifestations adverses post-immunisation dans les deux groupes? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, on l'a fait. Donc, on avait suivi de façon passive, donc jusqu'à 7 jours, les événements indésirables sollicités, donc qui sont directement liés vraiment à la vaccination, donc au point d'injection, et jusqu'à 28 jours pour les événements indésirables graves. Donc, au total, pour tous les 3 bras, parce qu'on l'a fait de façon équitable, on a eu 80 événements indésirables graves, mais c'était beaucoup plus lié à la période parce qu'on avait des cas de malnutrition, des cas de paludisme graves, et qui ont été hospitalisés. Donc, le fait d'être hospitalisé constituait déjà donc, un événement indésirable grave. Mais pour les événements indésirables sollicités, aucun. Voilà. Merci. Pardon, j'ai peut-être juste, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais il y avait une question sur le transfert de technologie et si j'ai bien compris la production locale de vaccins. Peut-être en 2 mots juste pour que vous sachiez que depuis en fait la fin du Covid et même vers la fin du Covid, il y a eu beaucoup de projets en fait qui ont été poussés par des leaders africains pour ramener en fait de la technologie de production de vaccins en Afrique. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, notamment à l'Institut Pasteur Dakar et en Afrique du Sud. Et bien sûr, il y a aussi le projet d'une usine de BioNTech au Rwanda qui est en cours. Donc, ces projets, c'est un peu un mix entre ce qu'on appelle du fill finish, c'est-à-dire les dernières étapes de la production des vaccins. Et ça, c'est en collaboration avec Serum Stovidia, qui va travailler avec une entreprise sud-africaine pour produire, entre autres, le PCV. Ensuite, il y a des projets qui sont plus de nouveau avec des nouvelles technologies, comme l'ARN messager, par exemple, ou des projets multiplateformes, comme on en a à l'Institut Pasteur Dakar, qui sont plus à un étage, je dirais, embryonnaire ou peu avancé pour l'instant. Donc, je pense que dans quelques années, on va voir apparaître des vaccins qui vont être, en tout cas en partie, faits dans des pays africains. Et ça sera vraiment une évolution importante par rapport à aujourd'hui. On a moins de 1% des vaccins utilisés en Afrique qui sont produits sur le continent africain. Merci. You want to go first? Une question sur la mortalité en liaison avec l'hépatite C. Je suis Abdouloumab Komed au Nigeria. Dans la présentation sur l'hépatite C, j'essayais de voir les chiffres de la mortalité. Vous avez une idée de ces chiffres, la mortalité liée à l'hépatite C? En fait, on n'a pas étudié la mortalité dans le cadre de notre enquête, mais dans notre hôpital, oui, la mortalité n'est pas super élevée. Et puis, il y a aussi beaucoup de malades qui souffrent de maladies hépatiques en stade terminal et ils ne restent pas jusqu'à la fin à l'hôpital. C'est leur culture, ils veulent rentrer mourir chez eux. Donc, ce n'est pas compté dans les données de mortalité hospitalière quand ils meurent chez eux. Mais c'est vrai que ça mériterait la peine d'être exploré. Jean-François Tarassi, on a encore une question sur l'hépatite C. On sait qu'il y a des facteurs pronostiques, question un peu clinique, il y a des facteurs pronostiques qui sont par exemple le génotype, co-infection HIV et surtout la sévérité de la fibrose. Est-ce que dans vos stratégies de mise sous traitement, de priorité des traitements, vous allez considérer ce genre de facteurs? Merci.
Donc Suna du département médical en charge des hépatites, du VIH et des clinical leaders des maladies chroniques. Là, on appréhendait vraiment d'avoir beaucoup de cas, donc on a fait une prise en charge, ce qu'on appelle Public Health Approach, avec vraiment les examens de laboratoire minimal. Donc on n'a pas fait d'après-score, par exemple, pour déterminer si le patient était éventuellement cirrhotique ou pas. Ça a été une décision dès le début. On s'est dit, si on veut monter en puissance et pouvoir faire du scaling up, il faut limiter les examens de laboratoire. Et donc, en fait, on a donné 12 semaines de SOFDAC à tout le monde, sauf évidemment les patients avec une décompensation hépatique cliniquement visible, jaunisse, acide, choses comme ça. Sinon, tous les autres ont reçu 12 semaines. Donc, il n'y a pas eu de génotype, il n'y a pas eu d'assessment de la fibrose. On a traité plus de 4000 patients depuis 2020 et on a à peu près 94% de cure rate, donc qui était un bon cure rate. Et ce qu'on avait décidé, c'était que ceux qui sont en échec, par contre, on ferait l'après-score, éventuellement un génotype pour mieux cibler la deuxième ligne de traitement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais globalement, en ambulatoire, ce sont des patients non compliqués du tout. C'est tout à fait différent en IPD, où effectivement, là, on voit pas mal de patients avec des cirrhoses décompensées, où même si on les traite pour l'hépatite C, et on les traite, ils reviennent pour des cirrhoses réfractaires. Et là, en fait, c'est trop tard, et c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à proposer une fois qu'il y a des cirrhoses réfractaires difficiles à traiter. There are some questions online. Il y a des questions en ligne. Vas-y, s'il y a d'autres personnes. Mais c'est toujours sur l'hépatite C. C'est dans la lignée aussi de ce que disait Suna. Bon, j'espère que le nombre de patients qui va être traité va être le plus important possible. Pour ma question, comment on peut expliquer, en parallèle de traiter pour diminuer le réservoir, je veux dire, quelles actions peuvent être faites dans les centres de soins? Bon, on n'est pas tout seul, mais comment est-ce que les gens se contaminent? Ça n'a pas été très... je ne sais pas si vous avez pu le documenter, mais ça fait peur sur les pratiques dans les centres de soins, si c'est une source. Et l'autre question, c'est de savoir s'il y a des usagers aussi de drogue parmi cette population-là, et qu'est-ce qu'on fait en termes de réduction des risques si c'est une voie de contamination, pour éviter ensuite aussi les nouvelles infections et réinfections potentielles. Just adding briefly, in the participant questionnaire, we asked about intravenous drug use. Oui, on pose la question, est-ce qu'ils prennent de la drogue par seringue? Très peu répondent positivement, et il y a une sous-déclaration. Et c'est vrai qu'il s'agit de prendre davantage conscience de ces pratiques d'injection de drogue, mais qui sont passées sous silence. Oui, Mathilde, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup d'usagers de drogue par injection dans les camps. Mais il ne faut pas oublier que cette population n'a pas bénéficié de soins de santé corrects, même avant leur arrivée au Bangladesh. Les Rohingyas ont été privés de beaucoup de choses, y compris l'accès à un système de santé digne de ce nom. Ils ont toujours été marginalisés et stigmatisés, ces Rohingyas, même avant qu'ils aient à fuir le Myanmar. Donc peut-être qu'ils sont arrivés déjà contaminés par l'hépatite C, et si vous n'avez pas de service de santé correct, vous vous tournez vers les systèmes informels. Et on soupçonne que ça a encore lieu, et c'est quelque chose à quoi on veut s'intéresser, notamment pour concevoir nos interventions délocalisées hors les murs. Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette session.